Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser au chapitre d'économie. Quelles sont les principales défaillances de marché? Tu l'as vu cette année, un marché concurrentiel permet en théorie de maximiser le bien-être des vendeurs et des acheteurs. Mais est-ce qu'un marché permet d'optimiser le bien-être de la population dans son ensemble? Pas vraiment. Parfois, sur un marché, un bien est produit en trop grande quantité pour que ce soit idéal pour la population. Ou alors, au contraire, le bien peut être produit en trop petite quantité. On appelle ça une défaillance de marché. Pour commencer, on va s'intéresser à une première grande défaillance, les externalités. Une externalité, c'est une situation où la consommation ou la production d'un bien ou service a des effets sur d'autres personnes. Des personnes qui n'ont participé ni à l'achat ni à la vente du bien. Des personnes qui n'ont rien à voir avec l'achat ou la vente du bien en question. Autrement dit, tu consommes ou tu produis quelque chose et ça a des conséquences pour un tiers. Les économistes distinguent deux types d'externalités. Les externalités de consommation, quand c'est la consommation du bien qui a un impact sur d'autres personnes, et les externalités de production, quand c'est la production du bien qui a des effets sur d'autres personnes. Et on peut ajouter que chacun de ces deux types d'externalités peut être soit positif, si l'impact sur les personnes tierces est positif, ou alors l'externalité peut être négative, si l'effet sur les personnes tierces est négatif. Prenons un exemple très simple. Imaginons Matteo qui aime fumer des cigarettes au bar. Son meilleur ami, Maxime, l'accompagne souvent. Mais lui, il est non-fumeur. Résultat, après des années d'exposition à la fumée, Maxime développe un cancer du poumon à cause du tabagisme passif qu'il a subi. Ici, la consommation de cigarettes par Matteo a eu un effet négatif sur la santé de Maxime. C'est typiquement un cas d'externalité négative. Et plus précisément, une externalité négative de consommation. Prenons cette fois un exemple d'externalité positive, le vaccin. Pendant la crise du Covid, l'État a encouragé les gens à se faire vacciner. Pourquoi? Parce que se faire vacciner, ça protège bien sûr la personne vaccinée, mais ça protège aussi indirectement les autres. Moins de risque de tomber malade, donc moins de risque de contaminer ses proches. On dit donc que la consommation d'un vaccin génère une externalité positive, et plus précisément une externalité positive de consommation. Sur un marché concurrentiel, la quantité produite ou consommée dépend des décisions des vendeurs et des décisions des acheteurs. Pour décider s'ils souhaitent acheter le bien, les acheteurs comparent le prix du bien avec l'utilité que le bien va leur apporter. Tandis que les vendeurs, pour décider s'ils veulent vendre le bien et en quelle quantité, ils vont comparer le prix du bien avec les coûts qu'ils vont devoir supporter pour produire ce bien. Ça, c'est ce que tu as vu dans le chapitre sur les marchés concurrentiels. Mais il y a un problème. Ni les producteurs ni les consommateurs ne tiennent compte des effets de leur choix sur les autres individus. On dit qu'ils ne tiennent pas compte du coût ou du bénéfice externe de leurs actions. En quelque sorte, ils sont égoïstes. Ils raisonnent uniquement en tenant compte de leur intérêt personnel. Résultat, en cas d'externalité négative, le bien va ainsi être produit ou consommé en trop grande quantité. Trop par rapport à la quantité idéale qui optimiserait le bien-être de toute la population. Et inversement, en cas d'externalité positive, le bien va être produit ou consommé en trop petite quantité, par rapport à la quantité idéale qui maximiserait le bien-être de la population dans son ensemble. Bref, si on laisse faire, lorsque la consommation ou la production d'un bien génère une externalité, le marché ne parvient pas à maximiser naturellement le bien-être collectif. Alors vous voyez le problème. Si le marché tout seul ne prend pas en compte les effets externes des actions des individus, et que ça crée une défaillance de marché, qui est-ce qui peut corriger cette défaillance de marché? L'État a plusieurs outils pour corriger les externalités. On va voir aujourd'hui les deux principaux. La première option pour lutter contre les externalités, c'est la plus directe. C'est la réglementation. L'État peut tout simplement édicter des règles que tout le monde doit respecter. Ces règles peuvent prendre la forme d'une loi, d'un décret, d'un arrêté, etc. Par exemple, l'État peut édicter une loi qui interdit complètement la consommation de cigarettes dans certains lieux publics. Ou encore, en cas d'épidémie, l'État peut décréter que la vaccination est obligatoire. L'avantage de la réglementation, c'est que c'est simple et efficace. Mais parfois, c'est perçu comme trop contraignant puisque la réglementation s'applique à tous de manière identique, sans tenir compte des particularités des situations. La deuxième grande option pour lutter contre les externalités, c'est d'inciter financièrement les agents économiques à prendre les bonnes décisions. Quand une activité génère une externalité négative,
L'État peut mettre en place une taxe. Une taxe, c'est tout simplement un montant en euros prélevé par l'État sur chaque vente. La taxe, elle augmente le prix des biens, ce qui dissuade les acheteurs de les acheter. Prenons l'exemple du paquet de cigarettes. En France, il est fortement taxé. Près de 80% du prix d'un paquet de cigarettes, c'est de la taxe. Résultat, un paquet vendu 10 euros rapporte 8 euros à l'État et 2 euros au buraliste. La taxe augmente donc fortement le prix du paquet, ce qui dissuade les gens de fumer. Et à l'inverse, quand une activité génère une externalité positive, l'État peut verser une subvention. Une subvention, c'est un montant en euros versé par l'État à chaque transaction. Exemple, les voitures électriques. Comme les voitures électriques polluent moins que les voitures à essence, l'État veut encourager les consommateurs à en acheter. Pour ça, il offre une prime, il leur offre une subvention. En 2025, chaque consommateur qui achète une voiture électrique reçoit ainsi en France une subvention d'environ 3 000 euros de la part de l'État. L'avantage des taxes, c'est qu'elles rapportent de l'argent à l'État. C'est pratique. Mais la population ne les aime pas beaucoup. Elles sont assez impopulaires. Et à l'inverse, les subventions, elles sont facilement acceptées par la population, mais le problème, c'est qu'elles coûtent beaucoup d'argent à l'État et viennent ainsi creuser son déficit. Maintenant qu'on a terminé avec les externalités, intéressons-nous à une deuxième grande défaillance du marché, les biens communs et les biens collectifs. Pour comprendre cette partie, il faut d'abord distinguer deux caractéristiques essentielles des biens, leur rivalité et leur excluabilité. Un bien est dit rival si sa consommation par une personne réduit la qualité ou la quantité de ce bien qu'il reste disponible pour les autres. Par exemple, un stylo est un bien rival. Si Leïla utilise un stylo, ce stylo n'est plus disponible pour les autres êtres humains. Encore plus évident, une bouteille de soda est un bien rival. Si je bois du soda, il en reste moins pour les autres. A l'inverse, un bien est non rival si sa consommation par une personne ne réduit pas la qualité ou la quantité de ce bien qu'il reste de disponible pour les autres. Par exemple, une chaîne de télévision est un bien non rival. Si Leïla regarde France 3, ça n'empêche pas les autres Français de regarder France 3. Quittons la notion de rivalité pour maintenant nous intéresser au caractère excluable d'un bien. Un bien est excluable si on peut empêcher les non-payeurs d'y accéder, de l'utiliser. Astuce, un bien qui peut être acheté chez un professionnel est un bien excluable. Exemple, un ticket de cinéma est un bien excluable. Il est très facile d'empêcher les gens qui n'ont pas payé de rentrer dans la salle et de réserver la projection du film à ceux qui ont payé. Et à l'inverse, un bien est non excluable si on ne peut pas empêcher les individus d'en profiter, même s'ils ne paient pas. Exemple classique, la lumière d'un phare. Dès lors que la lumière du phare éclaire la mer, il est impossible d'empêcher un marin de s'orienter avec cette lumière. Et c'est pourquoi on n'a jamais vu un marin payer pour bénéficier de la lumière d'un phare. À partir du moment où cette lumière, elle existe, tous les marins peuvent en profiter. C'est donc un bien non excluable. En croisant ces deux critères, on obtient 4 catégories de biens. Les biens privatifs, qui sont des biens à la fois rivaux et excluables, par exemple un stylo, un sandwich, etc. Ensuite, il y a les biens de club, qui sont des biens non rivaux mais excluables, par exemple un abonnement à Canal+. Il y a aussi les biens communs, rivaux mais non excluables, par exemple les poissons d'un lac, l'herbe d'un champ non clôturé, etc. Et enfin, il y a les biens collectifs, qui sont non rivaux et non excluables. Par exemple, un feu d'artifice ou l'éclairage public. Et ce qu'on va voir, c'est que les biens communs et les biens collectifs créent une défaillance de marché. Les biens communs posent un problème. Comme ils sont accessibles à tous et qu'ils sont rivaux, chacun a intérêt à en consommer le plus possible avant qu'il n'en reste plus. C'est ce que les économistes appellent la tragédie des biens communs. Les biens communs sont voués à disparaître car ils sont surconsommés. Prenons le cas d'un lac rempli de poissons, accessible aux pêcheurs d'un village. Le stock de poissons est une ressource commune. Il est non excluable car tout le monde peut aller pêcher, et il est rival car à chaque fois qu'un pêcheur pêche un poisson, il reste un poisson de moins dans le lac pour les autres. Si la pêche est raisonnée, c'est pas un problème. Si on pêche dans le lac suffisamment peu pour que les poissons aient le temps de se reproduire, il sera possible de pêcher dans ces conditions pendant des décennies dans le lac. Ce serait l'idéal sur le plan collectif. Mais dans les faits,
Le plus probable est que les pêcheurs ne tiennent compte que de leur intérêt individuel. Et du point de vue de leur intérêt individuel, il est préférable de pêcher un maximum de poissons. D'une part parce que c'est gratuit, et d'autre part parce que même si un pêcheur décide de pêcher de manière raisonnée, rien ne lui indique que les autres en feront autant. Il y aura donc une surpêche, et le stock de poissons diminuera. À terme, il n'y aura plus un seul poisson dans le lac. La ressource commune est détruite, et tout le monde est perdant. C'est ça que les économistes appellent la tragédie des biens communs. Les ressources communes sont vouées à être détruites. Les biens collectifs, eux, posent un problème inverse. Ils ne sont pas assez produits. Comme il est impossible de faire payer les utilisateurs du bien en raison du caractère non excluable du bien, aucune entreprise privée n'a intérêt à produire les biens collectifs. Pourquoi produire un feu d'artifice si on ne peut pas ensuite faire payer les spectateurs qui le regardent? Résultat, ces biens sont sous-produits par le marché. Face à ces situations, l'État a des solutions. Pour les biens communs, la principale solution est la même que pour les externalités négatives. Pour éviter la surconsommation des biens communs, l'État peut tout simplement réglementer ou taxer. Par exemple, il peut décider d'interdire la pêche dans certaines zones. Ça va immédiatement arrêter la défaillance liée à l'utilisation de cette ressource commune. Tu peux toutefois noter que d'autres solutions existent pour gérer les biens communs. L'une d'entre elles consiste à transformer le bien commun en un bien privatif. Par exemple, un champ qui est en libre accès aux abords d'un village. C'est une ressource commune. Si l'État clôture le champ, qu'il met des barrières tout autour, il devient possible alors d'empêcher les villageois d'utiliser ce bien. Le champ devient alors un bien excluable, il change de catégorie et devient ainsi un bien privatif, ce qui lui permet d'échapper à la tragédie des biens communs. Quant aux biens collectifs, qui sont produits en quantité trop faible, l'État peut tout simplement décider de les produire lui-même. Ou, si pour une raison X ou Y c'est pas pratique, l'État peut payer une entreprise privée pour qu'elle réalise cette production à sa place, ce qui revient au même. C'est d'ailleurs ainsi que l'État produit l'essentiel des feux d'artifice auxquels on peut assister le 14 juillet. Lors de la fête nationale, les mairies paient des entreprises spécialisées pour qu'elles organisent les feux d'artifice. Troisième et dernière grande défaillance du marché, les asymétries d'information. Dire qu'il y a une asymétrie d'information entre l'acheteur et le vendeur signifie tout simplement que l'un des deux acteurs a plus d'informations que l'autre. Cette différence d'information peut mener à une inefficacité du marché. On distingue deux asymétries d'information, l'aléa moral et la sélection adverse. Concentre-toi bien, c'est pas si simple. L'aléa moral, c'est une modification du comportement de l'un des deux agents après la signature du contrat, car ce comportement n'est pas totalement observable par l'autre agent. Prenons un exemple, ça va devenir beaucoup plus clair. Imagine que Jean prend la voiture tous les jours. Il conduit prudemment, mais il est de nature inquiète et a très peur d'avoir un accident et ensuite de devoir payer des frais de réparation qui peuvent être très élevés. Jean va donc décider d'acheter une assurance automobile. Jusqu'alors, Jean avait toujours conduit prudemment. Mais une fois qu'il est assuré, il va être tenté de changer son comportement et de prendre davantage de risques. Car il sait que maintenant, il sera indemnisé par l'assureur en cas d'accident. C'est ce changement d'attitude qu'on appelle l'aléa moral. Et ça crée une défaillance de marché. Pourquoi? Parce que si tous les assurés se comportent comme Jean, l'assureur va devoir indemniser de très nombreux accidents. Il va donc perdre beaucoup d'argent. Et il réagira en augmentant ses tarifs. Problème. Pour ce nouveau prix élevé, beaucoup d'automobilistes renonceront à s'assurer. Il y aura donc moins de personnes assurées que ce qui aurait été optimal. Maintenant, intéressons-nous à la sélection adverse. La sélection adverse, c'est une information cachée, une information dissimulée par l'acheteur ou le vendeur avant la signature du contrat. En 1970, l'économiste américain George Akerlof a expliqué la sélection adverse avec un exemple devenu très célèbre, le marché des voitures d'occasion. On va donc reprendre le même exemple. Imaginons que sur ce marché, il y a trois types de voitures d'occasion. Les voitures de bonne qualité, qui valent 5 000 €, celles de qualité moyenne, qui valent 2 000 €, et enfin quelques tacos, des voitures de si mauvaise qualité que personne ne voudrait les acheter. Le problème est alors le suivant. Sur le marché des voitures d'occasion, seul le vendeur sait quelle est la qualité de sa voiture. Seul le vendeur sait si sa voiture a un moteur en bon état, si elle a déjà eu des pannes, si elle a des défauts non visibles, etc. L'acheteur, lui, il sait bien que toutes les voitures ne se valent pas.
Mais quand il est en face d'une voiture, il n'a aucun moyen de deviner laquelle est bonne, laquelle est moyenne et laquelle est très mauvaise. Il y a donc une asymétrie d'information en faveur du vendeur. Pourquoi cette situation crée une défaillance de marché? Les acheteurs, puisqu'ils savent qu'il y a des bonnes et des mauvaises voitures, mais sans pouvoir les distinguer. Ils vont proposer au vendeur un prix intermédiaire, disons 2200 €. Problème, à ce prix-là, les bons vendeurs vont refuser de vendre leur voiture, parce qu'elle vaut davantage. Seuls les moyens et les mauvais vendeurs accepteront la transaction. Conséquence, une partie des voitures, celles de bonne qualité, ne seront jamais vendues. Petit à petit, les acheteurs vont se rendre compte qu'il n'y a en réalité que des voitures mauvaises et des voitures moyennes sur le marché. Ils vont alors réajuster leur proposition en proposant de nouveau un prix intermédiaire, disons 1500 € cette fois. À ce prix, ce sont cette fois les vendeurs de voitures moyennes qui vont refuser de vendre leur voiture, parce qu'elle vaut davantage. Seuls les mauvais vendeurs accepteront une telle transaction. Petit à petit, les acheteurs se rendront compte qu'il n'y a en réalité que des mauvaises voitures sur le marché. Ils vont alors tout simplement arrêter d'acheter des voitures d'occasion. Il n'y aura alors plus d'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché. Le marché de la voiture d'occasion aura disparu. Bref, à cause de la symétrie d'information, il y a moins de voitures échangées sur le marché que ce qui aurait été optimal, voire plus du tout dans les cas extrêmes. Il y a donc une défaillance de marché. L'État et les entreprises peuvent pallier le problème lié aux asymétries d'information. Pour résoudre le problème de l'aléa moral, l'État et les entreprises mettent en place des stratégies qui incitent les acheteurs à se comporter dans leur intérêt. Par exemple, les assureurs aiment mettre en place un système de franchise pour inciter les individus à être prudents. Par exemple, si le contrat d'assurance prévoit une franchise de 300 €, cela veut dire que l'automobiliste ne sera remboursé que pour les dégâts qui dépassent 300 €. Si l'automobiliste a un accident qui lui coûte 1000 € de réparation, il devra payer 300 € de sa poche et l'assureur prendra en charge le reste, 700 €. Ainsi, même s'il est assuré, le conducteur a intérêt à rester prudent, car en cas d'accident, il aura à débourser un peu d'argent de sa poche. Et enfin, pour résoudre le problème de la sélection adverse, l'État peut mettre en place des réglementations qui obligent les vendeurs à fournir des informations fiables sur la qualité de leurs produits. Comment faire? En imposant un système de certification. Tu vas comprendre. Par exemple, la loi française impose aux vendeurs de voitures d'occasion, avant la vente, de faire passer à la voiture un contrôle technique par un garagiste. Celui-ci certifie que la voiture est en bon état, ce qui résout le problème de la sélection adverse. Bref, on avait vu dans le chapitre sur le fonctionnement des marchés concurrentiels que ces marchés, grâce à la simple confrontation de l'offre et de la demande, permettent spontanément d'échanger la quantité de biens idéale, celle qui maximise le surplus des consommateurs et des producteurs. Ce qui, je le rappelle, est une sorte de mesure de leur bien-être, de leur utilité. De ce point de vue-là, les marchés concurrentiels semblaient efficaces. Dans ce chapitre, on est venu nuancer cette affirmation. Dès lors que l'on ne s'intéresse pas uniquement aux acheteurs et aux vendeurs, mais à l'ensemble de la population, il y a certains biens et certaines situations pour lesquelles le marché n'est pas efficace. Que les quantités produites et consommées ne sont pas celles qui maximisent le bien-être de la population. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère que cette vidéo t'aura été utile. À bientôt!